L'allié politique, on a un moment, un maître Konaré parle de nécessité d'avoir un allié pour le régime de la transition. Est-ce que cette jonction M5-RFP, mouvement Yerawolo, et puis il y a eu d'autres composantes, que ce soit à Bamako ici, également au niveau de l'intérieur, est-ce que c'est cet allié-là, c'est cette aile politique dont les autorités de la transition avaient tant besoin? Bonsoir à tous. Vous devez vous souvenir que le Malien a le nationalisme chevillé au corps. Ce qui explique que pendant près de 23 ans, le colonisateur est allé de bataille en bataille contre des résistants. Alors que dans la plupart des pays de la sous-région, il n'a fait qu'une bouchée en quelques mois des autorités installées à l'époque coloniale. Alors, c'est vous dire que le Malien refuse de se soumettre et vous n'avez jamais vu, et probablement vous ne verrez jamais, une manifestation de Maliens pour soutenir l'ONU ou la CEDEAO ou encore la France. Ceux qui le font d'ailleurs sont vivement contestés. Il se trouve que ces organisations internationales et ces pays étrangers ne sont souvent venus au Mali que pour délivrer des menaces, des avertissements ou des sanctions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les autorités de la transition se sentent assiégées, non seulement par la communauté internationale, mais aussi par leurs partenaires traditionnels qui sont les Français et la CEDEAO. D'où la nécessité de s'appuyer, de s'adosser au peuple. Alors c'est ce peuple qui est sorti l'autre jour. C'est une manifestation de soutien aux autorités de la transition. Ce n'est pas forcément l'aile politique dont je parlais quant à la conquête éventuelle du pouvoir par les représentants des autorités de la transition. C'est peut-être un embryon, mais pas tout à fait l'aile politique dont je parlais. Maître Konaré, on l'a entendu, les organisateurs entendent remettre ça le 19 novembre prochain. Au même moment, le samedi 30 octobre, il y avait une manifestation similaire à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso qui a été interdite. Est-ce que les organisations de la société civile, les jeunes du Sahel, sinon de certains pays du Sahel, veulent peut-être aller vers cette espèce de pression par rapport à leur détermination quant à des sujets qui concernent leur pays? Vous savez, le Mali va au-devant d'échéances cruciales pour son avenir. Vous avez, et Magan l'a dit, la prorogation de la transition qui est sur la table et qui est quasiment inévitable. Vous avez le choix d'un changement sécuritaire, de stratégie sécuritaire, d'un changement de partenaire sécuritaire, avec l'appel d'air lancé aux Russes, aux mercenaires, etc. Vous avez également, alors, cette manière cette nouvelle diplomatie qui rompt avec la soumission à la puissance tutélaire qu'est la France et à la puissance régionale qu'est la CEDEAO. Donc pour toutes ces raisons-là, les autorités avaient besoin de s'adosser à leur peuple et le peuple est sorti pour se porter garant de leur politique. Et ce message est un message nationaliste et non pas un message internationaliste. Au contraire, c'est un message qui signifie laissez le Mali suivre sa voie, n'essayez pas de l'enfermer dans le carcan des textes de l'ONU ou de la CEDEAO. C'est ça le message. Oui, Maître Konaré, c'était inévitable. Est-ce que cette décision peut impacter, on a parlé tout de suite du sommet extraordinaire qui est prévu le 7 novembre prochain à Accra. C'est vrai, c'est une coïncidence, mais est-ce que ça peut plomber l'atmosphère du prochain sommet extraordinaire? Vous savez, la décision de déclarer un ambassadeur persona non grata, c'est la
la décision de dernier degré en matière diplomatique. Ça veut dire clairement quitter notre territoire dans l'immédiat, sinon on vous fout dehors. C'est ce que ça veut dire. Alors, si le Mali en est arrivé là, c'est parce que le représentant de la CEDEAO, M. Boli, a outrepassé sa mission, comme le dit le ministre Diop. Il a rencontré, selon mes sources, des hommes politiques, des syndicalistes, etc., et qu'ils montaient contre les autorités de la transition, et même lors de la dernière visite de Goodluck Jonathan, c'est lui qui était chargé en quelque sorte de distribuer la parole en séance plénière, et il a tout fait pour priver de parole les représentants donc du courant politique qui est au pouvoir, pour plutôt distribuer la parole à d'autres forces politiques, afin que l'impression générale qui se dégage soit que tout le monde rejette la prorogation de la transition et la politique des autorités. La décision avait été prise, m'a-t-on dit, de le chasser avant même la venue de la délégation du Conseil de sécurité. Mais pour ne pas troubler cette visite-là, il a été décidé d'attendre que la mission du Conseil se retourne à New York. Donc M. Boli est remercié, il est chassé de notre territoire, et la CEDEAO est appelée à le remplacer. La CEDEAO avait d'ailleurs été avertie, elle aussi, à travers le Conseil la commission de la CEDEAO, mais aussi à travers le président en exercice. Ça arrive en diplomatie. D'accord. Voilà. On doit très rapidement réparer peut-être Maître Konaré le 7 novembre prochain, mais déjà comment comprendre je ne dirais pas double lecture, mais par rapport à la Guinée et le Mali, la CEDEAO, on a l'impression qu'il y a une double appréciation. Pour la Guinée, pour la CEDEAO, ça va plus ou moins, mais pour le Mali, il y a toujours des frictions. Est-ce que c'est parce qu'au Mali, la situation est beaucoup plus complexe, crise sécuritaire, politique, multidimensionnelle, alors que la Guinée, elle est quasiment exclusivement politique? Non, c'est parce que le Mali joue une position centrale dans l'échiquier géostratégique africain, ouest africain en tous les cas. Le Mali se situe au cœur de l'Afrique. Et il se trouve que tous les problèmes de terrorisme, d'insécurité, de trafic de migrants, de trafic de drogue, tout a son épicentre au Mali. Si le Mali vous échappe, vous ne pouvez plus protéger les pays côtiers. Tout le reste va vous échapper. C'est pourquoi, d'ailleurs, la France a beau faire des déclarations, elle ne partira jamais du Mali. Parce que si elle part du Mali, elle perd pied dans le Sahel. Alors donc, on ne peut pas traiter le Mali comme on traite la Guinée. Il y a cette première équation. Une autre équation est que la France a toujours eu la haute main sur la politique et les autorités maliennes. Mais pour une fois, voilà un président et un premier ministre qui ne sortent pas de la France-Afrique, qui ne sont même pas affiliés au mouvement démocratique que la France a installé à la tête du Mali en 1992. Donc ce sont des étrangers que la France veut expulser au plus tôt du pouvoir. D'accord. Voilà la situation. D'accord, pour la survie de l'État, il faut faire attention à la liberté d'expression. Mais Maître Konaré, certains pourraient en déduire que c'est une tentative de musellement de toute voix discordante aussi, puisque ça également, on a entendu. Qu'est-ce qui doit être fait entre l'impératif de protéger l'État et la nécessité de préserver également la liberté d'expression qui a été acquise de haute lutte dans le sang? Vous savez, dans des contextes de fébrilité, d'insécurité et de menaces graves qui pèsent sur la stabilité de l'État, il y a des discours qui conduisent tout droit au malheur. Moi, je sais de quoi je parle. En 1998,
j'étais à la tête d'un journal qui publiait des brûlots, quasiment est témoin, contre un pouvoir qui avait affaire à une opposition extrêmement virulente. Un beau jour, on est venu m'enlever pour m'amener dans les falaises de Koulouba. Ensuite, on est venu asperger mon véhicule d'essence pour le brûler. Et puis j'ai quitté, mon bailleur m'a chassé de chez moi. Ça, ce n'est que quelques exemples. Donc je sais de quoi je parle. Après, vous avez lâché la presse. Oh, oui. Ah, ben, non, on m'a chassé. Tu avais fait quoi exactement? Mais j'étais tout simplement virulent, plus virulent que Kaoudim. Vous comprenez? Alors donc dans des situations comme ça, quand vous personnalisez le débat, tous les jours vous sortez, vous vous attaquez au président ou au premier ministre, vous devez vous attendre à un sort pareil. Et encore, son sort est heureux dans la mesure où il est entre les mains de la justice. Il y en a d'autres qui ont fini entre les mains de la sécurité d'État, tels que ceux qui ont été impliqués dans le dossier de déstabilisation des institutions. Alors moi, je ne me prononce pas sur les griefs qui lui sont faits. J'attends que la justice tranche. Mais ce que je voulais dire, le principal enseignement que moi je tire de l'affaire Kaoudim est le suivant. La preuve est faite qu'il n'était pas en mission du président de la transition contre le Premier ministre. Si cette leçon est comprise, tout le reste me laisse froid. Oui, professeur.